Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes intéressé de près ou de loin par les métiers du test. Peut-être que vous travaillez dans la tech, peut-être que vous pensez à vous reconvertir ou peut-être que vous êtes simplement intrigué par un métier qui est peu connu du grand public mais qui devient de plus en plus incontournable. Au sein de la tech même, on entend beaucoup de choses sur le métier d'analyste qualité. Mais quelle est la réalité de ce métier ? Les testeurs sont-ils les ennemis ou les alliés des développeurs ? Est-ce que c'est réellement un métier qui ne discrimine pas ? Combien ça gagne ? Quelles sont les possibilités d'évolution ? Dans Calisti, je tenterai de vulgariser toutes les questions liées au métier d'analyste qualité et tout ça avec des invités incroyables. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique et je vous souhaite une excellente écoute. Avant que vous ne démarriez l'écoute de cet épisode, je tenais à m'excuser pour la non-constance de la qualité du son. J'ai eu quelques petits soucis à la prise de son, justement, et j'ai malheureusement pas réussi à récupérer ça au montage. Ceci étant dit, ça n'altère en rien les propos de mon invité, on l'entend parfaitement. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et n'oubliez pas de mettre une petite note, un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, ça m'aide beaucoup. Bonjour Antonio, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci beaucoup. Et toi? Ça va. Écoute, on est vendredi, fin de journée. Je suis C'est un peu vrai. fatiguée. Grosse semaine, mais comme beaucoup de monde, je pense, en ce moment. Mais sinon, ça va. Merci. Vivement le week-end. Vivement le week-end. Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, avec toi, on va parler d'accessibilité. C'est un sujet que je maîtrise pas trop, pas beaucoup. Je connais, disons, les basiques, donc va falloir que tu vulgarises un maximum parce que j'imagine que je suis pas la seule à pas très bien connaître tous les ressorts de l'accessibilité numérique. Tu disais tout à l'heure que tu as écouté plusieurs épisodes du podcast. Alors, je pense que tu devines la première question. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors bon, moi je m'appelle Antonio Ferreira, je Mhm. suis expert accessibilité numérique, mais bon, mon parcours dans le domaine de l'informatique a commencé il y a une dizaine d'années. Et avant, j'avais fait une formation en Espagne, ça s'appelle l'équivalent, c'est École supérieure d'ingénieurs télécommunications, un truc similaire. Et j'ai fait une année en Belgique aussi, ma première année de master en Erasmus, c'était en Belgique. Du coup, là, bon, j'ai eu l'opportunité de commencer à faire du code, des logiciels informatiques, à travailler avec. Et mon premier job, c'était ici en France, à Sophia Antipolis. Et j'étais développeur des systèmes back-end. Alors, le back-end, c'est ce qu'on voit pas sur l'écran. Par exemple, je travaillais dans une compagnie qui faisait des logiciels pour des compagnies aériennes. Et du coup, quand tu achètes ton billet d'avion, génial, à Tahiti, et tu cliques sur payer et tu as ton vol, tu dis c'est génial. Tout ce qui se passe derrière, la validation de la carte de crédit, tout ça, il y a plein de systèmes derrière qu'on voit pas. J'étais un développeur en informatique sur cette partie pas visuelle. Et en 2016, j'ai décidé de faire la transition. Du coup, c'est une technologie complètement différente que je connaissais pas du tout. Ok. Du coup, c'est le monde du front-end, c'est toute la partie que les utilisateurs ont devant eux quand ils naviguent sur Internet, quand ils utilisent une application mobile, tout ça. Et en fait, je suis tombé dans l'équipe qui faisait les sites web pour plein des compagnies aériennes. En fait, c'est une espèce de site web marque blanche qu'après chaque compagnie aérienne pouvait faire à son goût, on va dire, avec ses couleurs, ses composants, des trucs comme ça, tu sais, ses particularités. Et aux États-Unis, en 2016, il y a eu une loi par le US Department of Transportation, c'est le département de transport du gouvernement américain, Mhm. qui a obligé à toutes les compagnies aériennes qui volaient depuis ou vers les États-Unis à être accessibles. Alors, accessible en termes génériques, les gens qui connaissent un peu vont se dire, ah, c'est le truc pour que les gens aveugles puissent naviguer sur un site web. Oui. Oui, en partie, c'est vrai, mais c'est un sujet beaucoup plus large, on pourra en discuter un peu après.
Mais en fait, moi, c'est là où mon vrai parcours en termes d'accessibilité a commencé parce qu'on devait faire des sites web préparés pour l'accessibilité numérique, vu que nos clients aux États-Unis en avaient besoin. Alors, j'avais commencé tant que juste informaticien, développeur de sites web, et petit à petit, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Du coup, j'ai rejoint l'équipe d'experts en accessibilité. On était 5-6 personnes seulement. Ok. Mais bon, c'était suffisant. Il y avait des gens spécialisés dans la partie de design, des gens spécialisés dans la partie du code, ça c'était moi, euh, et une autre collègue. Après, il y avait des gens spécialisés dans la partie testing, QA. Et, euh, et bon, au fur et à mesure, j'ai construit un peu les connaissances en faisant ce qu'on appelle un audit. C'est juste une batterie de tests établie par la loi, hein, on va dire. Mhm. Euh, et en fait, en faisant ça pour les clients et en réglant ce genre de problème, j'ai commencé à un peu mettre la main sur l'accessibilité. Et petit à petit, je suis devenu formateur. Du coup, j'ai formé les UX, les développeurs, les QA. J'ai demandé à mon management aussi de me fournir du budget pour embaucher un stagiaire pour faire un projet d'automatisation à niveau Génial. du département. Et bon, après, ça, c'est aussi une partie très importante. C'est le management. Moi, j'avais un management génial qui me disait, allez, go, Antonio, vas-y, éclate-toi et t'as les ressources pour le faire. Des Ouais. fois, c'est pas possible partout, hein. Ouais, 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 tout à fait. Et bon, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un stagiaire pour faire quelque chose de bien. Et là, j'ai travaillé plus dans la partie automatisation des tests. Et bon, au bout de quelques années, juste après le Covid, j'ai décidé de quitter la société, créer ma propre société, mais vraiment spécialisée que dans le domaine de l'accessibilité numérique, l'informatique, mais surtout accessibilité numérique. Et du coup, bon, comme j'ai commencé à travailler, j'ai pu élargir encore plus mes connaissances en travaillant avec des banques, des autres sites de e-commerce, Mhm. des autres domaines qui ne sont pas forcément le même, mais ils sont obligés aussi pour les futures lois qu'on aura en Europe et les lois qui existent aux US déjà à être accessibles. Du coup, ça c'est à peu près mon parcours dans ce domaine de, de l'accessibilité numérique. Eh bah, écoute, c'est un très très beau parcours. Je trouve ça très intéressant que tu aies choisi de passer, en termes de développement, du back au front. Mhm. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, d'ailleurs? Alors, moi, je suis quelqu'un de très visuel. Et en fait, Ok. quand j'étais en train de faire mes études pendant les 3 premières années, alors c'est peut-être parce que j'avais des mauvais profs ou quelque chose comme ça, mais je me suis dit, jamais de la vie, je terminerai comme informaticien. Et du coup, D'accord. bon, T'as loupé un peu quand même. flash forward quelques années plus tard, complètement loupé. Mais bon, en fait, c'était pendant mon année en Belgique, j'ai eu un cours de informatique qui était de processement de processus d'image. Mhm. Et en fait, on faisait un peu près ce que tu vois maintenant à la télé avec le foot, où tu vois la ligne de hors-jeu ou le suivi des joueurs, où tu vois un cercle qui traque, qui suit les joueurs sur le terrain. Et en fait, ça m'avait passionné. Et ça a déclenché quelque chose dans moi où j'ai dit, il faut que je continue à apprendre sur ça parce que je pense que j'ai juste eu des mauvais profs ou le sujet, en fait, quand on commence à coder, tu fais des choses un peu bêtes où tu vas Mm. pas, genre, je sais pas, va coder un truc qui va te sortir euh, trois petits mots. Oui, c'est sympa au début, mais après, bon, il faut faire des trucs un peu plus poussés. Ouais, oui. Et Limite bon, aussi, c'est des ouais. choses, ouais, voilà, c'est des choses un peu poussées. J'ai vu un peu ton parcours. J'imagine que pendant que tu as fait ton bootcamp et tout ça, tu as aussi fait des exercices un peu bêtes et des autres choses qui étaient Ouais. cool. Et bon, en fait, au retour en Espagne après mon Erasmus, j'ai commencé à travailler sur ma thèse de master et c'était en réalité augmentée. Et ça, c'était un truc visuel. Ok. Après, j'étais back-end. Pourquoi? Parce que la technologie que j'avais utilisée, le langage de programmation que j'avais utilisé, c'était C++ pour la partie technique à l'université. C'était ce que je connaissais. Pour passer un entretien, c'était plus facile. J'avais une bonne offre d'emploi ici dans une très bonne boîte où je connaissais des gens déjà. Je me suis pas trop posé la question. J'ai dit, bon, j'ai fait du back-end, j'apprendrai quelque chose sûrement. Mais après quelques années, ça me manquait. Ça me manquait de voir les choses, de vraiment de dire, ok, moi, je fais pas juste des 1 et des 0 que je vois pas. Je veux vraiment voir que ce que je fais a un impact sur les gens et sur quand moi je vais réserver un billet d'avion et je vois mon propre site, c'est génial, quoi.
Mmh, mmh, mmh. Du coup, c'est quelque chose de gratifiant. Et dans l'accessibilité, c'est un peu similaire en fait. Au début, oui, j'étais curieux, mais il y a eu en fait dans une conférence en Californie qui s'appelle CSUN, California State University. euh, ils ont la conférence la plus grande au monde là-bas. Oui. Et j'ai assisté parce que des collègues à moi ont fait une présentation avec American Airlines en co-présenteur, on va dire. Et, euh, et juste après, en fait, j'avais une dame qui était aveugle. Elle était assise à côté de moi. Mmh. Et en parlant avec elle, elle m'a dit, ah bah c'est génial parce que avant, moi je pouvais pas réserver mes billets d'avion pour ma famille. Et maintenant je peux. Et Génial. du coup, j'ai dit, ah bah c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. J'ai dit, mon travail sert vraiment à améliorer la vie des gens. Mmh, Et il faut mmh. que je continue à faire ça. Et du coup, c'est ça qui m'a poussé à aller un peu au-delà. Et bon, jusqu'à aujourd'hui où j'ai décidé de vraiment me mettre à mon propre compte, à faire que ça pour aider les sociétés à faire un peu de la même façon qu'ils ont fait une transformation agile, bah, faire une transformation accessible. C'est un peu ça. Bah, écoute, c'est très clair et en soi, c'est très logique. C'est un beau projet, en tout cas, je trouve. Merci. J'espère que tu vas, en motiver plus d'un et plus d'une à se tourner un peu vers l'accessibilité parce que c'est vrai que, aujourd'hui, je pense pas que ce soit, très, très répandu. Bon, après tu vas nous en parler, on va parler du marché et cetera, mais, Ouais. il y a encore du boulot de ce que Oui. j'observe. Même c'est pas un sujet, bah, c'est un peu comme la QA, c'est pas quelque chose qu'ils vont te montrer forcément à l'école d'ingénieur ou Mmh, à un bootcamp ou des choses comme ça. C'est bah, oui, à l'école d'ingénieur, ils vont te dire ouais, fais ton unit test pour voir que ça pète pas, mais c'est ils ça, vont pas aller plus loin que ça. Et c'est pas le métier de QA, ça a rien à voir. Ou exactement. en accessibilité, pendant que j'essayais d'embaucher des stagiaires, je suis allé à une des meilleures écoles de Paris, à Centrale Supélec en informatique, pour essayer Mmh. de recruter un stagiaire. Et pendant une audience de 150 élèves qui cherchaient des projets, etc., il y avait 2 personnes qui avaient entendu parler d'accessibilité numérique. Aucun d'entre eux avait jamais codé un mot d'accessibilité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui même les profs, ils ne connaissent pas. Du coup, c'est un niche de technologie, on va dire, qui est pas très connu. Et maintenant, ça va devenir obligatoire. Et du coup, bon, c'est quelque chose qui va commencer à avoir de la traction dans tout le domaine technologique. Et aux États-Unis, c'est déjà le cas. En Europe, on est encore loin d'être là où ils sont là-bas. Après, je pense que c'est juste parce que là-bas, dès qu'il y a une catastrophe ou un scandale ou quelque chose, ah, ça part partout dans les médias. Et là, ça devient important pour tout le monde. Sinon, pour l'instant, c'est important, on le sait, mais, euh, mais bon, c'est pas la priorité. C'est aussi parce qu'ils se rendent pas compte que l'accessibilité, c'est quelque chose qui va améliorer plein de choses derrière. Ouais. Je te mets un exemple, par exemple, en accessibilité, on va dire dans le monde physique, quand on est sur la rue, on a un trottoir et dans un carrefour, il y a une petite rampe qui descend pour pouvoir traverser avec un fauteuil roulant. Oui. Ça, c'était quelque chose qui était fait pour les gens avec un handicap de mobilité. Mais quand moi je porte mes courses avec mon chariot, c'est super pratique. Quand papa et maman ils poussent leur enfant dans la poussette, c'est pas rien d'avoir cette petite rampe, ça sert. C'est Du coup, clair. c'est quelque chose qui a été fait pour les gens en situation de handicap, mais qui derrière a une bénéfice pour toute la société. Tout Et à fait. en numérique, c'est la même chose. Moi, par exemple, je suis dans un bar, je vais pas entendre je te dis, j'aime bien YouTube. Moi, j'entends pas les vidéos de YouTube quand je suis dans un bar. Bah, je mets les sous-titres. Oui. C'est quelque chose fait parce qu'à effet pratique, je suis sourd. Si moi, j'habite ici dans le sud, plein de soleil. Alors, si t'as pas bien choisi ta palette de couleurs, euh, mode par exemple, je sais pas, vert clair sur un fond blanc, bon, courage pour voir sur l'écran un jour où il y a plein de soleil avec ton téléphone. Mmh, C'est pas gérable. Et à effet pratique, tu vas pas pouvoir lire les textes correctement. Alors, il y a plein de choses comme ça où tu peux être mis dans une situation
juste parce que tu es dans un endroit comme ça, où je me casse le bras et je ne peux pas utiliser ma souris, du coup je dois utiliser le clavier, des choses comme ça, c'est temporaire. Mais tous, au bout d'un moment, on va bénéficier de cette accessibilité. Et en réalité, c'est quelque chose qui a été démontré plusieurs fois. C'est un bénéfice pour tout le monde, c'est pas que pour les gens en situation de handicap. Mais faire comprendre ça, faire passer le message, c'est pas juste une question d'être inclusive. Hein, si les boîtes ils pensent qu'en question d'argent, bah, ils peuvent avoir une clientèle plus large, ils peuvent recruter des gens en situation de handicap parce que leurs logiciels internes sont accessibles, etc., etc. Du coup, oui, c'est un domaine où, pour l'instant, il n'y a pas énormément de connaissances et les sociétés sont pas très investies dessus. Mais je pense qu'en Europe, on aura la même chose qu'aux US où petit à petit, il y aura un scandale. Là-bas, c'était le cas de Domino's, le Domino's Pizza. Ouais. En fait, il y avait un monsieur qui voulait commander une pizza, il n'a pas pu, et il a décidé d'aller au tribunal et Il a porter gagné. plainte. Et voilà. Domino's, il a dit, ben non, il peut appeler par téléphone. En fait, au lieu de dire, oui, on a tort, ils ont plutôt allé dans l'autre sens. Non, non, nous, on est correct, on a tout parfait. Et en fait, là-bas, le juge a décidé, non, vous n'avez pas raison. Mm. Là-bas, ce qui disait la loi à l'époque, c'était que tous les espaces d'intérêt public devaient être accessibles. Et il faut comprendre qu'aux États-Unis, la loi, quand un juge dicte sa sentence ou son verdict, ça fait un précédent pour toutes les prochaines procédures juridiques. Ok. C'est très important parce que le prochain juge peut dire, ah, en 2016, monsieur de Domino's, il Mm, a mm, porté mm. plainte et il a eu raison. Du coup, moi, je peux dire pareil. Ok, ça Et fait en fait, ça jurisprudence, fait un quoi. effet exact. Ça fait D'accord. un effet de jurisprudence qui après fait une chaîne sur tout ce qui va derrière. Et il y a plein de Netflix a pris des plaintes d'accessibilité, euh, Target, quasiment toutes les grosses marques ont reçu des plaintes à un moment ou à un autre. Et bon, c'est pas très cher entre guillemets la plainte, mais les frais d'avocat et refaire tout ton logiciel derrière, c'est un coût astronomique. Ouais. Alors, c'est des coûts cachés qu'on voit pas. Alors j'espère qu'en Europe, il y aura à un moment donné un peu la même chose. Pour l'instant, oui, c'est important, mais bon, c'est pas trop la priorité. C'est un peu comme GDPR il y a quelques années. Hein. C'était, oui, oui, Mm. c'est important, mais bon, on a d'autres choses à faire. Le jour J est arrivé. Ah, c'est quoi GDP quoi? C'était important? Ah bon, je l'ai pas. Mode panique, faut tout faire en 2 mots. Sauf que, bon, rendre ton logiciel GDPR compliant, c'est plus facile que refaire tout ton logiciel accessible. Alors, des fois, il faut jeter tout à la poubelle et recommencer. Et, Après, tu sais comment on est, hein, en Europe, on aime bien être à la traîne et puis, tu sais, on attend de voir comment ça se passe aux États-Unis alors, généralement ouais, et ensuite on s'y met. Donc, c'est ça. ouais. Par contre, on a évolué un peu plus. Nous, on a poussé les choses un peu plus parce que dans la loi européenne qui va être obligatoire à partir de 2025, on va inclure en fait, tout ça se base sur des critères qu'on appelle Web Content Accessibility Guidelines, WCAG pour faire court. OK. Et nous, les Européens, on va se baser sur la version 2.1 pour tous les textes légaux. Et aux US, ils sont dans la version 2.0 qui comprend beaucoup moins toute la partie mobile, on va dire. Du coup, toutes les applications mobiles, tout ça, ils sont plutôt que sur desktop. OK. Nous, les Européens, on va essayer de. Bon, après, on arrive quelques années plus tard, hein, mais bon, on va essayer de pousser pour être aussi encadrer tout l'aspect mobile. Ah super. Bonne nouvelle ça. Oui. Il y a encore mieux, hein. En France, en fait, il y a déjà une loi pour les entreprises. Alors, ça affecte que certains secteurs, genre finance, banque, assurance, euh, e-commerce. Mais en France, c'est que pour les entreprises qui font plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Alors bon, on n'a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et ça, c'est déjà obligatoire ici. Euh, D'accord. En Europe, ça arrivera plus tard, à niveau européen. Bon, on est rentré très vite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux juste revenir en arrière et définir ce que c'est concrètement l'accessibilité? Oui, alors pour moi, c'est une question de équité numérique. Ça veut dire qu'on puisse tous être autonomes Mmh. avec la technologie, avec un site web, une application, n'importe quoi, n'importe l'âge, n'importe les
capacité physique, mentale, etc. Euh, Pourquoi? Parce que le numérique n'est plus quelque chose d'optionnel. Euh, Ça fait partie de notre quotidien. Là, on est en train de tourner un podcast. Ça va partir sur une application Spotify. Voilà, tout le monde maintenant est connecté d'une façon ou d'une autre au monde numérique. Ça fait partie de notre personne presque maintenant. On a toutes nos données sur nos réseaux sociaux, tous nos comptes bancaires, etc. Alors imagine-toi pendant le Covid, on était tous enfermés, Ouais. quelqu'un qui doit être autonome parce qu'il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit il veut pas partager ses mots de passe, etc. pour sa banque pour faire un virement. Alors lui, il est complètement bloqué. C'est clair. Alors ça, c'est pas juste. Et du coup, pour moi, l'accessibilité, c'est juste une question de élimination de barrières pour que tout le monde puisse avoir un accès égal à la technologie. Et c'est-à-dire, c'est juste démocratiser à vraiment tout le monde. Accessibilité, tout simplement, enlever les barrières pour que tout le monde puisse avoir un accès identique. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Merci pour cette définition. Alors, on l'a vu, ça fait maintenant quelques années que tu travailles là-dedans. Pour qu'on se rende bien compte, aujourd'hui, c'est quoi l'état ou plutôt le niveau des outils numériques en Europe, mais particulièrement en France? Toi, tu vas auditer des sites, donner un diagnostic pour faire en sorte justement d'améliorer cette accessibilité. Donc, tout ce que tu as pu voir, c'est quoi l'état général aujourd'hui? Bon, on le devine déjà parce qu'on l'a déjà dit, mais bon. Bon, je dirais facilement 95% d'Internet n'est pas accessible. C'est énorme. Facilement, mais très facilement. Et là, je te dis, c'est alors, on travaille dans le monde du testing, bien sûr, c'est impossible de trouver toutes les bugs, mais même, par exemple, les sites du gouvernement, eux, ils doivent être accessibles depuis 2019. Ouais. Le site sur la page principale de Pôle emploi, moi, j'ai trouvé des bugs d'accessibilité assez sévères. Du coup, bon, eux, ils ont déjà fait passer des auditeurs, ils ont déjà fait passer des experts, mais si c'est pas quelque chose qu'on fait de manière continue, qu'on fait nos régressions pour être sûr que on a fait un nouveau produit, machin, et ça va casser, et on l'a détecté parce qu'on fait ça de manière continue, euh, bah là, on va avoir des problèmes. Alors, ça veut dire que même les sites, le 5% qui tient en compte l'accessibilité, ils ont des problèmes d'accessibilité parce qu'ils ne le font pas de façon continue. Alors, des sites qui le font vraiment de façon continue, en l'intégrant dans tout leur cycle de développement, c'est extrêmement rare. D'accord. 1%, je dirais 1% d'Internet maximum. C'est rare. Incroyable. Même, on va dire la plupart, pour être honnête, la plupart d'Internet, ça va être des sites créés avec Wix, WordPress ou d'autres systèmes qui servent à gérer le contenu de façon facile pour que quelqu'un qui ne connaît pas le code, l'HTML, tout ça, puisse juste rajouter un bouton sur un site et dire ok, moi je veux faire un site web qui vend des t-shirts. Du coup, je vais sur shopify.com et je vais créer mon magasin de t-shirts facilement. Ouais. Sauf que shopify.com, il n'est pas accessible. Ça veut dire qu'automatiquement, ton site ne le sera pas. Et c'est pour ça que la vaste majorité d'Internet n'est pas accessible. C'est parce que les fournisseurs des logiciels pour créer des sites ne sont pas accessibles. Même maintenant, on a pu voir, je ne sais pas si tu connais un peu ChatGPT, Oui. c'est un peu l'intelligence artificielle du moment. C'est ça, c'est la star du moment. Bon, pour les écouteurs qui ne connaissent pas, c'est un modèle entraîné d'intelligence artificielle conversationnelle. C'est-à-dire, on peut parler avec cette intelligence artificielle comme si c'était un être humain et qui connaît un peu tout Internet jusqu'à à peu près 2021. Il n'est pas connecté à Internet. Il a été entraîné avec des données jusqu'à 2021. C'est-à-dire que sa connaissance est limitée jusqu'à cette date-là. Mais il connaît tout. Il connaît tous les langages de codage. Il connaît presque tous les langages qu'on peut parler, anglais, français, espagnol, etc. Du coup, on peut lui poser des questions d'accessibilité aussi. Et c'est ce que je me suis amusé à faire. Sauf que tous ces logiciels sont merveilleux, mais ils ont été entraînés sur un Internet qui n'est pas accessible.
ça veut dire que quasiment toutes leurs réponses en accessibilité sont foireuses. Alors ça serait génial Waouh. d'avoir un Internet accessible et comme ça, on aurait des logiciels merveilleux aussi automatisés, mais c'est pas le cas. Euh, Même les sociétés qui sont spécialisées à automatiser des tests d'accessibilité, il arrive qu'à automatiser entre 20 et, dans les meilleurs cas, 50% des tests peuvent être automatisés. Le reste, c'est du testing manuel. Du coup, il faut carrément des quality assurance engineers, Ouais. des ingénieurs assurance qualité qui sont entraînés dans le domaine, des développeurs qui sont entraînés à comment coder proprement, parce que moi j'ai trouvé des choses. Bon, après, euh, j'avais une bonne école de formation, du coup, bon, je connais bien ma façon de coder, mais j'ai vu des trucs ailleurs où c'est codé comme un pied et c'est des gros logiciels. Mhm. Du coup, on peut voir où On il n'y veut a des pas noms. eu de l'accessibilité derrière. On veut des noms. On veut des noms. Un vœu de nom. Non, je veux pas être si méchant que ça. Mais bon, après, c'est des entreprises qui ont commencé à faire un effort pour tout ça, pour corriger, pour redesigner, etc. Du coup, c'est bien. Mais, euh, mais bon, ça arrive un peu tard, mais bon, au moins, vaut mieux tard que jamais. Oui, vaut mieux tard que jamais. Mais j'en reviens pas que, enfin, je pensais pas que la situation était aussi grave. Ah oui, Parce que là, je me dis 5% et encore, tu vois, 1%, mais c'est, enfin, il y a c'est rien du tout tout, à en faire, effet. quoi. Oui, oui. Mais comme je dis, le problème, en fait, la racine du problème, moi, si j'avais un budget infini, des ressources infinies, Mmh. le point le plus logique pour commencer, c'est les écoles. Les écoles d'ingé, les écoles de programmation, les cours en ligne, parce qu'il y a plein des cours en ligne pour former à développer. Mmh. Mais combien de ces cours ont l'accessibilité en compte? Je peux t'assurer qu'il n'y a pas énormément. Hein. Waouh. C'est pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas été formés, les profs. C'est quelque chose qui leur pas été exigé, Oui, c'est qui leur a logique, en pas été fait. exigé. Du coup, la racine de tout, c'est comme la société en général, hein, c'est l'éducation. Du coup, Tout est dans c'est par l'éducation. là où il faut partir. Ouais. Euh, D'ailleurs, bon, c'est pareil. Si j'avais du temps infini, moi, j'aimerais bien faire un cours ou enregistrer des cours pour les mettre en ligne, des choses comme ça, pour divulguer. Mais bon, les ressources en temps sont limitées. Mmh. Mais oui, c'est quelque chose qui doit être fait et qui doit être tenu en compte par les écoles, les gens qui font des cours d'informatique, etc. C'est sûr. C'est ça la base du problème. Si on ne connaît pas ça, bah forcément, tous les sites ne vont pas tenir en compte l'accessibilité. Mmh, mmh, tout à fait. Ouais, tout est dans l'éducation, la formation. Ouais. Faut Mm. susciter l'intérêt C'est des gens ça. pour Même au qu'ils sein des apprennent, quoi. sociétés, hein. Même au Mmh. sein des sociétés, c'est comme je dis, moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir une direction qui était conscient et qui comprenait tous les avantages de l'accessibilité. Du coup, voilà, ils m'ont laissé me former, ils m'ont laissé faire des voyages pour des conférences, pour prendre l'état de l'art en accessibilité, pour l'intégrer dans notre société, etc. Mais tout ça, ça part pas d'un développeur, ça part pas d'un QA. Finalement, la personne qui va avoir le pouvoir, c'est les gérants des sociétés d'informatique, c'est les managers, les directeurs, les senior managers, etc. C'est eux qui vont pouvoir allouer les ressources. Mmh, Parce que si eux, mmh, ils allouent pas les ressources, ils vont pas pouvoir construire cette culture d'accessibilité au sein de la société. ouais. Et du coup, c'est de la même façon qu'il faut l'éducation à niveau école, etc. Il faut l'éducation à niveau professionnel aussi, parce que bon, l'école d'ingé ou les cours de programmation qu'on peut suivre en ligne, c'est cool, c'est très bien, mais moi, je me suis formé quand je changeais de domaine du back-end au front. Moi, je suivis des cours en ligne comme tout le monde. Hein, mais une chose, c'est de travailler dans les petits logiciels. Ouais. Une autre chose complètement, c'est une bête complètement différente de travailler dans un monstre technologique qui a des configurations pour 80 clients différents, machin, etc. Et ça n'a rien à voir. C'est le monde réel marche plutôt comme ça. Ouais. Et bon, à niveau technique, on va apprendre beaucoup de choses quand on travaille dans une société dédiée au testing, à l'informatique, etc.,
qui ne sera pas donné dans un cours. Du coup, je m'attends que peut-être rien qu'un cours de sensibilisation à l'accessibilité fera que le jour où cette personne devient manager, il va dire, ah écoute, peut-être que ça serait important au niveau de la société, à lui un budget pour qu'on apprend tous plus autour de ce sujet. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, c'est surtout une question d'argent, en fait, hein. Comme tu le disais tout à l'heure, ce sont les responsables Ouais, d'entreprise, les directeurs qui vont avoir la main pour pouvoir choisir ou ouais, définir un budget à allouer à tout ça. ouais, c'est ça. Après, on n'a pas. Le problème, c'est aussi, il y a beaucoup de. Bah, je comprends aussi, à ce niveau de management, de haut management dans de grosses entreprises, il faut des chiffres spécifiques de, OK, combien est-ce que ça a amélioré, combien de clics est-ce que j'ai en plus grâce spécifiquement Ouais. à l'accessibilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir parce que depuis une application, on ne peut pas savoir si l'utilisateur était en train d'utiliser un navigateur d'écran ou juste un clavier juste parce qu'il voulait ou parce qu'il avait un handicap. Mhm. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer facilement, on va dire techniquement, mais c'est quelque chose, comme je dis, à niveau du raisonnement logique, euh, ça va augmenter forcément la taille du marché, rien que pour les situations de handicap, parce que je sais pas, j'ai du bruit autour de moi ou des choses comme ça. Ouais. Puis de toute façon, c'est mathématique, hein. Je veux dire, si plus de monde peut utiliser le site ou l'application, par défaut, enfin, tu vois, c'est Exactement, ouais, ouais, c'est tout à fait exactement, logique. exactement. Donc, comment toi tu t'y prends quand tu vas faire un audit? Alors moi, quand je fais un audit, typiquement, d'ailleurs, je commence pour faire une évaluation rapide, on va dire, du site web pour voir, ou de l'application pour voir à ce que je vais faire face. Parce que rapidement, en faisant un test en 2 minutes, je peux déjà savoir s'ils ont tenu en compte quelques bases d'accessibilité ou pas. Parce que juste en naviguant avec une touche de notre clavier, la touche Tab, c'est ces deux petites flèches qui sont une face à l'autre, Mhm. côté gauche du clavier. Bah, si on utilise cette touche-là et on appuie une vingtaine de fois, on va pouvoir voir sur notre site si je peux voir visuellement où est le focus visuel de mon clavier, si je navigue par bouton, ou si cet élément est invisible, ou si je peux carrément pas du tout mettre mon focus sur un bouton spécifique, comme celui de, par exemple, rajouter un produit sur mon panier. Alors, ça, directement, on peut voir. En regardant les couleurs, la palette des couleurs utilisées, on peut voir aussi s'ils ont réfléchi à l'accessibilité ou pas. Comme je dis, si je vois le site qui est avec un bleu très clair et des caractères blancs, bah forcément, je sais qu'ils ne l'ont pas tenu en compte. Du coup, bon, si je tombe sur un site comme ça, je vais prendre carrément toute ma liste avec ma batterie des tests. Alors en France, on a ce qu'on appelle la RGAA, c'est le référentiel général d'amélioration d'accessibilité. Ok. Et c'est carrément une batterie de 106 ou 107 tests, je ne me rappelle plus, qui est très définie, très spécifique. Et on dit, OK, est-ce qu'on peut naviguer avec un clavier, avec la touche Tab, à travers tous les boutons de notre site? Oui ou non? C'est très facile, on va répondre juste oui ou non. Et soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Et à la fin, tu peux avoir un score. Alors, il faut dire que cette batterie de tests n'est pas parfaite. Mhm. La batterie de tests RGA, elle est basée sur WCAG, dont on a parlé avant. Oui. Ce système international, ça a été créé par le W3C, c'est le World Wide Web Consortium. Mhm. C'est les gens qui ont fait le www, c'est les gens qui créent Internet à la base presque. Et eux, ils ont fait un référentiel, c'est celui qui est utilisé partout, sauf en France. En Allemagne, ils ont un truc particulier aussi, mais ils sont basés sur la même chose. Et en fait, en France, si je fais un truc pour un client, un audit pour un client français, je prends cette batterie de tests, je vais tourner sa batterie de tests. Du coup, j'ai fait mes tests, la partie que je peux faire en automatique, j'ai des logiciels automatiques pour le faire. Ok. Open source aussi, hein, c'est quelque chose qui est déjà intégré dans votre navigateur web aussi. Et donc Chrome, par exemple. Et j'utilise ça et j'utilise mon testing manuel, ma liste, et je fais un peu le tour de tous les points. J'ai identifié quel est le problème. Mhm. Et moi particulièrement, pour mes clients, ce que je fais aussi, c'est j'essaie d'aller un peu plus loin. Pas juste dire, OK, ça s'est cassé, vous avez un score de 57 sur 100. Je vais dire, OK, ça c'est un problème. Je vais évaluer le niveau de sévérité parce que, par exemple, on peut avoir un score de 99%,
mais ça peut être foireux parce que si mon site web vend des t-shirts et je ne veux pas appuyer sur le bouton payer, j'ai un bug, mais j'ai un score de 99%. Hein, C'est un peu dommage. je peux dire je suis accessible, mais si une personne avec un clavier ne peut pas l'utiliser, bon, Ouais. ça reste quand même critique. Alors, il y a ce niveau de sévérité. Et il y a aussi la partie, bon, je m'appuie sur mes connaissances pour donner une solution. J'essaie d'évaluer le code à partir du navigateur, de proposer une solution. Je joue un peu avec la partie dont j'ai accès à partir du navigateur pour essayer de coder une mini-solution ou au moins faire une recommandation pertinente à ce client-là. Par exemple, je ne sais pas s'ils ont une palette de couleurs verte et blanche et ils utilisent un vert trop clair sur un texte blanc, ben, je vais dire peut-être prenez cet autre vert que vous avez ailleurs dans votre site, mais qui est conforme à la norme. Du coup, je fais comme ça, je fais tourner. D'ailleurs, je me mentalise, je me prépare, on va dire, mentalement pour voir si le site va être dur ou pas. Si je sais qu'ils ont pris quelques mesures d'accessibilité ou ils ont carrément aucune connaissance, du coup, il faut aussi tenir en compte peut-être une formation, des choses comme ça plus loin. Et après, je tourne la batterie automatique et après, je fais des tests manuels. Et finalement, je produis un rapport où il y a toutes les tests qui sont passés, les tests qui ne sont pas passés. Et j'ai fait des petites statistiques aussi parce que bon, c'est comme les tests WCAG sont basés sur 4 piliers. Oui. En anglais, on les appelle le POUR principle, c'est P-O-U-R. Du coup, c'est perceivable, c'est la perception. Il y a operable, opérabilité, c'est tout ce qui est comment interagir avec ce site web, hein, comment opérer sur le site web avec un clavier, un souris, etc., un lecteur d'écran. Il y a la partie understandable, c'est compréhension. Du coup, de façon cognitive, est-ce que, par exemple, j'ai mis bien que l'erreur que j'ai introduite, c'est parce que j'ai oublié de taper, tu sais, maintenant, dans les mots de passe, il faut introduire des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, machin. Ouais. Alors, ça, il faut le préciser. Sinon, comment est-ce que je sais que ma grand-mère, elle doit taper des caractères spéciaux? Elle n'a aucune idée. Il faut guider l'utilisateur. Et finalement, il y a le R, c'est robustesse, et ça, c'est un peu plus dans la partie de la structure de l'HTML, tout ça. Et du coup, bon, sur ces 4 piliers, des fois, on rate plus souvent sur un pilier que sur un autre. Du coup, je peux dire, OK, bah, pour la suite, vous devriez peut-être entraîner votre équipe de design plus à niveau, je sais pas, perception, par exemple. Okay. Parce que j'ai vu que vous ratez plus sur ça que sur l'autre. Ou peut-être que le niveau, j'ai trouvé plein de failles sur l'utilisation du clavier. Peut-être que ça vaut le coup de faire un rappel aux développeurs ou un petit cours aux développeurs de comment coder proprement un bouton pour qu'il soit accessible au clavier, par exemple. Du coup, j'essaye de attaquer ce problème de façon intelligente parce que très souvent, quand on trouve un site qui n'est pas accessible, ce qui va s'arriver, c'est qu'on va trouver 3 millions de bugs et c'est complètement démotivant. J'ai été de deux côtés on va dire de ce domaine. J'étais les développeurs qui devaient fixer les bugs trouvés par un auditeur. Et alors, j'essaye de mettre, moi quand je suis l'auditeur, j'essaye de mettre tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais les développeurs. Du coup, par exemple, moi, je rajoute une capture d'écran, un petit vidéo pour reproduire le problème avec un lecteur d'écran en expliquant ce qui se passe. Je rajoute le morceau d'HTML qui a raté, tout ça, avec des identifiants uniques, de façon à arriver au bon endroit facilement et reproduire le problème facilement. Et après, je suis là, côté auditeur, bah, j'essaie de mettre tous les problèmes de façon que le développeur, il ne sera pas démotivé. Alors, j'essaie, par exemple, si j'ai fait un audit sur un très gros site, je préfère de l'étaler dans le temps et dans les différents logiciels. Par exemple, je vais couper, on va dire, en mobile et en desktop. Et comme ça, s'il y a l'équipe qui gère la partie PC, bah, je vais ouvrir, je sais pas, on va dire, j'audite une page, pas toutes les pages, et je vais dire, OK, on commence par l'équipe PC, on va auditer une page. Hop, j'ai trouvé 50 bugs. J'ouvre les 50 bugs. Après, la fois suivante, l'audit suivant, je vais auditer la partie mobile. Ça donne du temps au développeur qui fait la partie desktop de
régler ces problèmes et dire, OK, avant j'avais 50 problèmes, Mhm. maintenant j'ai 20. J'ai fait un travail, j'ai réglé tous les problèmes sévères ou de sévérité hausse ou critique. Mhm. Ça va, j'ai fait mon job, ça a servi à quelque chose. C'est pas j'ai 40 millions de bugs, maintenant j'ai 3 900 50. Ouais, ouais, Ça va terminer jamais. ouais. Du coup, j'essaye de faire un peu ce tri pour montrer que voilà, que leur boulot sert à quelque chose, et qu'ils sont en train de faire un bon job, quoi. C'est pas le but de dire vous avez 15 000 problèmes. C'est vraiment de construire l'accessibilité, comme je dis, au sein de toutes les équipes. Et Mm. si on arrive direct et on dit Ouah, je te claque 3 baffes, t'as 50 millions de bugs, ton logiciel c'est de la daube, bah bon, forcément on va pas bien le prendre. Bien C'est sûr. Moi je le prendrais pas bien. Du coup, à l'époque, quand j'étais développeur, j'avais pas toutes les connaissances. Du coup, j'essaye de faire mon mieux pour faire passer le message de la façon plus sérieuse, parce qu'il y a des problèmes qui sont très sérieux, mais aussi, on va dire, efficace pour que voilà, ça puisse motiver les équipes pour après mieux travailler, l'intégrer dans leur prochain développement, ce genre de choses. Mm. Ouais, et puis c'est vraiment un travail d'équipe, hein, au final. Ah, forcément, hein, forcément. Parce qu'il n'y aura pas une société qui va pouvoir faire tous les contrôles d'audit de tout le monde dans une Ouais. énorme boîte. C'est impossible. Il faut vraiment construire de l'intérieur toutes les connaissances. Du coup, voilà. Ça, c'est un peu le métier, on va dire, dans la partie audit. C'est ça. Ok, alors c'est limpide sur le process, en tout cas pour moi. J'espère que ça l'est également pour nos auditeurs. J'avais une question que je voulais te poser un petit peu plus tard, mais c'est plus logique de te la poser maintenant. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un dev qui a eu un parcours comme toi, back, puis front, puis test, ou à un QA qui souhaite se spécialiser dans l'accessibilité numérique dans les tests qu'ils font? Alors, il y a des petits cours sur Internet, hein. Même la W3C a fait un cours sur la plateforme edX, Mhm. gratuit. Du coup, on peut trouver des choses gratuites. Google, ils ont fait une petite, on va dire, sensibilisation à toute l'accessibilité sur YouTube. Je me rappelle plus, ça s'appelle Web Accessibility Google, ou un truc comme ça. C'est un truc assez facile à trouver. Ok. Euh, et du coup, je dirais commencer par là, parce qu'ils expliquent comment ça marche, un lecteur d'écran, comment ça marche, un peu l'histoire des palettes des couleurs, comment ça marche pour naviguer avec un clavier, euh, à se mettre en situation où voilà, je dois comprendre moi de façon visuelle, j'ai pas de trouble de vision, je tombe sur un site, par exemple un site d'un journal, je vais directement identifier, ah voilà, ça c'est le titre principal du journal, ça c'est les sous-articles, Mhm. et dans chaque article, je vais trouver le contenu de chaque article. Bah, de façon, si j'étais aveugle, de façon programmatique avec un lecteur d'écran, il faut que j'identifie cette structure, mais de façon mentale. Du coup, pour faciliter ça, comment est-ce qu'on fait avec un lecteur d'écran? Et voilà, ça va expliquer un peu toutes les méthodologies, on va dire, de base, sans aller trop dans le détail au début. Je dirais surtout ça, hein, parce que les spécifications officielles, c'est un truc assez horrible, hein, pour commencer. Mais bon, je dirais, partir sur un cours de sensibilisation, ou qui donne déjà un premier regard à ces genres de logiciels. Mhm. S'ils sont dans une société qui fait des logiciels web ou des applications, bah rien qu'avec ces connaissances de base, comme j'ai dit, toucher avec la touche tab du clavier, ça peut déjà te donner une bonne idée si un site est navigable avec un clavier. Avec tab et entrée, je peux faire plein de choses. Du coup, est-ce que je peux jouer avec l'application que je développe juste avec tab et entrée pour activer à peu près tout? Ça, c'est déjà un bon point de départ. Oh, j'arrive pas. Et là, tu commences à te poser des questions. Là, tu peux commencer tes recherches parce que tu as dit, OK, j'ai connu, j'ai vu sur mon cours, il y avait des choses à propos de navigation de clavier. Ah, ça explique, ça, c'est le WCAG 2.1.1, qui est le point qui explique que tous les éléments soient accessibles avec un clavier. Ça va donner un peu des détails, des exemples du code, etc. Et du coup, ça, c'est très bien. Il y a un autre site que j'aime bien qui s'appelle Magenta Accessibility. Sauf que ça s'écrit, en fait, Accessibility, souvent vous le trouverez sur Internet comme
11 Y. Pourquoi? Parce qu'il y a 11 caractères entre le A et l'Y de accessibility, et c'est plus court de l'écrire. Du coup, c'est Magenta A11Y. Et ça, c'est un site où ils vont te dire un peu, en termes de testing, qu'est-ce qu'on s'attend de chaque type de composant. Par exemple, un bouton, un radio button, un slider, un checkbox, un carrousel ou des choses comme ça. Et du coup, si tu as zéro connaissance, tu peux déjà commencer avec ça, par exemple, à expérimenter, à savoir quoi tu dois t'attendre de chacun de tes composants. Ça, c'est un bon exemple. Un autre logiciel que j'aime bien, c'est Microsoft Accessibility Insights. Ça, c'est un logiciel qui a été développé par Microsoft. C'est un plugin que tu mets sur ton navigateur. Et en fait, lui, il peut faire deux choses. Faire des tests automatiques, ça c'est d'un côté. Et du deuxième côté, du coup, déjà, il va te dire si tu as des choses qui vont pas. Et pareil, tu peux t'amuser à. Ça va te renvoyer un lien sur une documentation. Tu peux t'amuser à lire comment régler ton problème. Et vas-y, éclate-toi à voir comment tu vas gérer ce problème, comment tu vas le fixer, jusqu'à que ton logiciel automatique, il rate plus. Et après, il y a une partie guidée, comme un peu similaire à celle de Magenta Accessibility, mais celle-là, plutôt qu'être orientée composant par composant, elle est orientée par les critères de WCAG. Du coup, elle va te dire, fais ton test avec ton clavier, fais ton test avec ton lecteur d'écran, fais ton test avec la structure de la page, et ce genre de choses. Et du coup, tu peux te faire une idée de ce que ça donne une batterie de tests en accessibilité, assez guidée, sans besoin d'être un expert ou de te taper tout le logiciel RGA, tout le critère RGA directement, parce que c'est assez dur la première fois. C'est un peu, on va dire, lourd à tout lire et tout faire comme ça. C'est un peu plus guidé, ça donne de petits outils pour faire le testing un peu plus facile. Par exemple, quand le focus est invisible, bah, lui, il va te rajouter un élément pour que tu puisses voir où tu es, voir si c'est un composant où tu peux pas l'activer ou si c'est juste qu'il n'est pas visible, mais tu peux l'activer ou des choses comme ça. Ça, c'est ce que je recommanderais. Faire des tests automatiques avec des logiciels qui existent déjà. Et, jouer un peu avec des autres logiciels qui te donnent déjà un peu des indices pour voir comment régler. Et après, bon, c'est le job d'un dev, c'est de creuser sur Internet pour trouver. Hein, et c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Ok. En tout cas, il y a des outils qui sont là, qui sont disponibles. Il ne faut pas hésiter. Ouais. Je remettrai dans les commentaires de l'épisode tout ce que tu as listé. Je te donnerai tout, t'inquiète. Ah bah, il y a aussi pour les designers, il y a des outils aussi. C'est beaucoup moins commun parce que bon, tu peux pas vraiment tout automatiser là-bas. Mais sur Figma, qui est un logiciel de design assez commun, il y a un plugin qu'on peut mettre. Il y a une version gratuite et une version payante. Mais bon, déjà, je pense que pour jouer, si tu es un designer, tu peux déjà, avec la version gratuite, jouer avec les palettes des couleurs, des choses comme ça, pour être sûr que tu restes accessible dans les couleurs que tu as choisies, des choses comme ça. Et bon, après, il y a des choses un peu plus poussées, comme par exemple définir dans des composants compliqués. Ok, est-ce que là, je vais naviguer avec les flèches du clavier ou je vais naviguer avec un raccourci ou des choses comme ça. Ça, c'est bien. Et voilà, ça permet aussi de rajouter une couche des recommandations pour les gens qui ont plutôt une spécialité design, plutôt que technique, mode développeur ou QA. Ok, très bien. Bon, je noterai tout ça alors. Alors, Antonio, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu as une question pour moi? Est-ce que tu vas te mettre à faire de l'accessibilité? Bah, écoute, franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse, je vais te dire pourquoi. On a eu un séminaire avec mon entreprise il y a plusieurs mois et il y avait des petits ateliers qui étaient organisés. Parmi ces ateliers, j'en ai suivi un sur l'accessibilité. Donc, tu avais quelqu'un qui intervenait, c'était peut-être toi d'ailleurs. Je sais pas. Non, peut-être pas, je l'aurais retenu. Enfin, j'en sais rien, en fait. Peut-être. On n'est pas beaucoup. Et la personne nous a présenté un lecteur qui, enfin, justement, il était en train de faire un audit. Et le lecteur jouait à l'oreille tout ce que tu avais comme contenu sur la page. Il nous a fait écouter le truc,
et on était tous choqués parce qu'on s'est dit: «Mais attends, c'est pas possible, c'est pas vivable, en fait. Tu peux Ah pas ouais, absolument pas, naviguer sur un site internet, comme ça, quoi». ouais. Et là, on a tous un peu pris conscience que c'était un gros sujet et qu'il fallait faire quelque chose. Donc peut-être à l'avenir, mais c'est pas impossible, ouais. Ouais. Bah, c'est cool. D'ailleurs, c'est une des choses que j'aime bien faire à la fin d'une formation, c'est de couvrir les yeux ou éteindre l'écran. Et là, je Mmh. dis, bah, maintenant, vous avez fait tout le training, faut naviguer sur ce site et aller trouver un truc dans le site ou, je sais pas, arriver à un certain point dans le site en naviguant juste en utilisant un lecteur d'écran. Et voilà. Ouais. Et Et ça va c'est... essayer. Tiens, j'espère que les gens qui nous écoutent vont aller le faire, aller faire l'exercice pour se rendre compte un petit peu parce que, en fait, quand on le vit pas, et qu'on n'a pas du tout de problème pour accéder à une appli ou accéder à un site, on n'a pas du tout conscience de ce que c'est. Après, c'est comme tous les handicaps, hein, bah, si tu es pas Exactement. concerné, tu vas pas t'y intéresser. Ah bah, après, moi, je peux pas dire, je connais exactement la situation de quelqu'un en Mmh. handicap, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Je vis pas tous les jours avec un lecteur d'écran. Euh, c'est pas quelque chose où je suis l'utilisateur le plus expert du monde parce que je l'utilise. Alors bon, oui, j'ai une certification parce que j'ai fait tous les examens, tout ça, Mmh. mais je l'utilise dans mon travail de tous les jours. Mais je suis pas l'utilisateur qui dépend complètement de ça. Alors Ouais. ça, c'est un niveau d'expertise complètement différent. Et même quand j'ai fait des tests avec des utilisateurs de lecteurs d'écran, on peut jouer avec la vitesse à laquelle le lecteur nous parle. Moi, je suis anglophone de base, je suis Ouais. bilingue. Euh, je comprenais pas ce que le truc disait. Ça parlait tellement vite, j'arrivais pas à comprendre. Incroyable. Et la personne, elle naviguait tranquillement. C'était un jeune et papa, et le truc parlait à moi, je comprenais absolument rien. Et lui, il naviguait tranquille sur son site. Ah, j'ai trouvé un problème, voilà. Et je disais, c'est vraiment un autre niveau d'expertise, hein. Mmh, mmh, mmh. C'est clair. Bon, voilà. Vas-y, mets-toi à tester Ah, écoute, en mode accessible. peut-être que dans quelques temps, effectivement, on verra, sur l'accessibilité. En tout cas, faut que ça motive les gens, à s'y mettre. Ouais. C'est ça. Heu, Dernière petite question qui peut intéresser du coup les personnes qui voudraient bosser en accessibilité numérique. Hem, En termes de rémunération, qu'on soit en freelance ou qu'on soit, je sais pas, salarié dans une entreprise qui est spécialisée là-dedans, combien ça peut gagner sur un poste avec quelqu'un qui est, débutant ou confirmé? Alors, bon, déjà, il y a un gros écart entre ce que ça peut gagner en forfait journalier, on va dire, entre un Mmh. freelance et quelqu'un qui a un travail stable et rémunéré tous les mois, on va dire, comme dans tous les domaines, hein. Mmh. C'est du coup, par exemple, dans une grosse société d'ingénieurs, ça va payer autant qu'un ingénieur de qualité ou un développeur qui connaît l'accessibilité, ça peut payer autant qu'un que n'importe quel autre développeur. Il y a un énorme facteur de différenciation. Alors, par exemple, vous voulez entrer chez Google, Ouais. forcément, il y a 14 millions d'entretiens, tu peux être très bon, mais finalement, il faut avoir quelque chose de différent pour attirer Mmh, mmh, l'attention. mmh. L'accessibilité, c'est ce facteur qui va te faire différent à toutes les autres. Parce que finalement, quand on fait un entretien, faut pas être parfait, faut être mieux que tous les autres candidats. Ça, c'est le seul prérequis, on va dire, quasiment tout le temps. Parce que, bon, quand on recrute 100 personnes, la société elle a besoin des gens. Ça veut dire que, bon, bien sûr, il y a les niveaux d'expertise, il y a des choses comme ça, hein, il y a des différents niveaux de recherche, mais on va dire que l'accessibilité, comme je dis, on peut être très bon, mais si dans ta boîte et dans ton école, tu l'as jamais vu, tu vas pas le connaître. Pourtant, si toi, tu es un expert en accessibilité dans le testing, dans le design, dans le développement, c'est quelque chose que pas grand monde connaît. Mmh. Ça va te donner un facteur de différenciation. Tu peux utiliser ça pour négocier ton salaire. Du coup, bon, pour un ingénieur de développement de logiciels en France, avec une seniorité junior, ça peut payer, je sais pas, entre 30 et 40 000 euros. Mon salaire de base, après chaque entreprise fait ses bonus, tout ça. Mmh.
En freelance, c'est rare de trouver des juniors en freelance. Parce que bon, si tu n'as pas l'expertise derrière pour montrer que ça vaut la peine, au bout de deuxième jour, tu te fais virer. Hein. C'est pas, ça marche pas. Après, moi, Ouais. quand je travaille avec d'autres experts, parce que bon, des fois, ça m'arrive d'avoir un énorme audit. Du coup, moi, j'ai mon réseau des professionnels avec lesquels j'ai travaillé sur plein de projets. Et bon, je cède une partie de ça sur leurs mains et je vérifie le travail qui est fait à la fin. En France, ça peut varier entre, c'est pas 250 et j'ai vu jusqu'à 1000 euros hors taxe par jour. Ok. Du coup, après, bon, là je dis c'est vraiment des experts dans le domaine où c'est des gens reconnus. C'est pas le mec qui va avoir 5 ans d'expérience qui va dire je veux 1000 euros hors taxe pour ça. C'est vraiment des gens qui ont fait des entretiens, qui ont fait des présentations, qui sont connus dans le domaine. Voilà, ça c'est vraiment le plus poussé qu'on peut trouver. Mais bon, c'est comme les informaticiens, c'est pas pareil en France qu'aux US. Hein. Oui. En freelance, dans le domaine de l'informatique, on a une énorme variété parce que les gens travaillent partout. Du coup, je ne sais pas si ces gens-là qui demandent ces gens d'argent, c'est parce qu'ils travaillent aux US plutôt qu'en Europe. Ou voilà, ça c'est la capacité de négocier de chacun. Oui. Et les budgets qui sont disponibles dans les sociétés. Voilà. Ça, c'est Tout tout. à fait. Ok, et ben écoute, merci beaucoup pour cette réponse, Antonio. On est sur la fin, comme je te disais tout à l'heure. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, juste, c'était un vrai plaisir. Merci pour me permettre de partager la parole de l'accessibilité, d'évangéliser un peu. Et bon, j'espère que ça va être quelque chose qui va devenir plus important vraiment, pas que dans les mots, mais vraiment dans les actions, Ouais. dans un futur proche. Bah, écoute, avec plaisir et j'ai plaisir partagé déjà et j'espère, vraiment qu'on va réussir à sensibiliser un petit peu, enfin, de toute façon avec ce podcast, je vais parler de tout un tas de trucs, de tout un tas de métiers parce que, il y a l'objectif, c'est de faire parler les spécialistes, et de montrer qu'en fait, à travers le test, à travers la QA, en fait, on peut continuer à apprendre énormément de choses, quoi. Mhm. Voilà, tout simplement. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, à nouveau et puis, n'hésite pas à parler du podcast quand il sera sorti et tout ça, tout Ah, ça. bien sûr, Voilà, ça partira sur tous les réseaux sociaux. trop bien, 5 étoiles. trop bien. Ah, merci beaucoup, Antonio. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.